Bonjour à tous, donc nous sommes heureux de vous accueillir sur le 3e forum de l'orientation et des métiers, organisé par le kiosque Jeunesse Bige, par la Maison de l'étudiant, la mairie de Draguignan et l'ensemble des partenaires locaux. Donc des conférences courtes et dynamiques se déroulent donc au long de cet après-midi et privilégient la découverte de l'information et de l'échange avec les différents intervenants que l'on reçoit sur ce plateau. Vous trouverez le détail des thématiques sur cette plaquette donc, du 3e forum de l'orientation et des métiers, qui se trouve au bureau d'accueil. Nos hôtesses se feront un plaisir de vous le remettre. Voilà, donc vous trouverez aussi dans la salle Coubertin de nombreux stands, des stands d'école, des stands dédiés à la formation, à l'orientation. Et n'hésitez pas à vous rendre après la conférence pour aller poser des questions afin d'affiner votre orientation professionnelle. Donc là, nous allons débuter la conférence sur la thématique des métiers de demain, les métiers porteurs de l'emploi. Donc à un âge où on se pose la question d'un choix de formation ou d'orientation professionnelle, on doit alors aussi s'interroger sur les secteurs porteurs d'emploi et sur les métiers d'avenir. Donc les intervenants ici présents vont se présenter, vont vous donner un aperçu des secteurs porteurs comme les métiers verts, le développement durable, les nouveaux métiers numériques dans le cadre du dispositif Emploi à venir. Donc ils vont se présenter chacun leur tour. À la suite, il y aura des questions que vous pouvez d'ores et déjà préparer, des questions publiques, donc où ils pourront vous répondre. Voilà, donc nous allons commencer la présentation. Donc Monsieur Cordoleani, donc chef d'entreprise en création d'entreprise, lauréat du concours Drakinov, nouvelles technologies NFC. On vous écoute. Oui, bonjour. Donc effectivement, j'ai une société en cours de création à La Pépinière, une société qui a pour objectif de proposer des services mobiles de proximité à travers des objets ordinaires comme des bancs, des tables. Donc c'est quelque chose que je pourrais vous expliquer tout à l'heure. Et parallèlement à ça, j'ai une agence de web marketing. Je crée des boutiques en ligne, des sites internet, et je fais du marketing électronique. Donc ces deux activités correspondent effectivement à des nouveaux métiers. Avant de vous en parler, je vais parler rapidement de mon cursus. Je suis originaire de Toulon, j'ai eu le bac dans les années 86. J'ai fait un bac scientifique. Ensuite, en terminale, j'ai présenté beaucoup de concours. D'ailleurs, je vous conseille de postuler à tous les concours en terminale, ça entraîne, ça permet de faire des concours sans pression. Et parmi tous les concours, je les ai ratés, sauf un, à l'école Essier, École supérieure de technologie électrique de Paris. Ce qui fait qu'après le bac, je suis monté à Paris, comme on dit, et j'y suis resté pendant 20 ans. Et dès la première année dans cette école, j'ai eu un camarade de classe qui était le premier auteur de jeux vidéo de la société Ubisoft, le premier qui a fait un hit pour la société Ubisoft en 88, sur des ordinateurs de l'époque, c'est-à-dire l'Auric, l'Amstrad. Et il m'a proposé de faire son deuxième jeu. Il ne pouvait pas le faire tout seul, on a décidé de le faire ensemble. Et donc on a fait parallèlement aux études, donc pendant 2 ans, on a fait un jeu. Et en 3e année, le jeu est sorti et ça a fait un hit. Et du coup, plutôt que de continuer dans le cursus traditionnel d'un ingénieur, je suis allé dans le jeu vidéo et j'y suis resté pendant 14 ans. Pour Ubisoft en tant qu'auteur, le statut d'auteur, c'est un peu comme un écrivain. Hein. Ubisoft m'avance de l'argent pour faire un jeu pendant 2 ans. Et ensuite, quand le jeu est vendu, je rembourse indirectement Ubisoft sur les ventes du jeu. Ça marche comme ça, le statut d'auteur de jeu. C'est comme un écrivain. Ensuite, j'ai voulu créer une société, donc j'ai créé un studio. J'ai géré entre 90 et 98. Donc là, j'ai été producteur de jeux. Et j'ai travaillé avec des sociétés comme Sony, comme Philips, comme Virgin. Et on faisait des jeux sur PC. Et on préparait les premiers jeux sur PlayStation. Puisque la PlayStation n'était pas encore sortie. Et Sony cherchait des développeurs pour faire les premiers jeux de sa première console. Arrivé en 2000, j'ai revendu ma boîte. Je me suis retrouvé dans un grand groupe qui est rentré en bourse et qui voulait créer qui faisait des effets spéciaux pour le cinéma. C'est une boîte qui fait la post-production des Guignols de l'Info, de Canal+, qui ont fait aussi les effets spéciaux d'Astérix et Obélix. Et comme ils avaient beaucoup d'argent, ils voulaient faire du jeu vidéo aussi, puisqu'on arrivait à un moment où, en fait, quand on fait du jeu maintenant, on se débrouille pour qu'il y ait le film, le jeu, le livre, la série, voilà. Donc tout fusionne, en fait.
À travers cette société, j'ai été sollicité pour faire un projet d'agence de personnages virtuels. Ça, c'était en 2000. C'était un nouveau marché potentiel. Et j'ai rencontré donc le père de Laetitia Casta qui m'a dit ma fille est d'accord pour être aussi en version virtuelle sur Internet, dans le jeu vidéo et dans les films. Donc, trouve une solution technique pour la créer virtuellement, de telle manière à ce que je puisse la vendre aussi en version virtuelle sur différents supports. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans sur ce dossier-là, et c'est là que j'ai découvert le potentiel d'Internet, puisqu'en fait, en faisant la version virtuelle de Laetitia Casta sur Internet, c'était la première fois que je faisais du contenu sur ce support-là. Et parallèlement à ça, donc, les avatars n'ont pas marché sur Internet, c'était trop tôt. Néanmoins, tout ce que j'ai mis au point, je l'ai breveté, et c'est ce qui est utilisé maintenant dans les films pour remplacer en fait les comédiens réels dans toutes les actions dangereuses que les assurances préfèrent, si vous voulez, que ce soit un personnage virtuel qui saute d'un hélicoptère plutôt que Clooney ou Brad Pitt. Ça coûte beaucoup moins cher aux producteurs. Donc les avatars finalement existent énormément dans le cinéma. Dans tous les plans éloignés, en général, quand c'est dangereux, c'est un personnage virtuel. Donc c'est des technologies en fait et des process qui ont été mis au point dans les années 2000 et qui maintenant sont courants. Donc en 2000, j'ai quitté ce monde-là pour créer donc l'agence web marketing et on a des besoins effectivement dans différents secteurs. Si vous voulez, si on part de la base, dans le secteur Internet, si vous voulez, c'est comme un oignon avec une structure centrale qui sont les serveurs, en fait, sur lequel on met du contenu. Ce contenu, c'est des services qui arrivent jusqu'à votre écran, votre tablette, votre iPhone, etc. Donc il y a énormément de métiers qui sont nécessaires pour créer ces contenus. Des métiers traditionnels qu'on retrouve dans le monde de l'Internet, comme les réalisateurs audiovisuels, les caméramans, les monteurs, les ingénieurs du son, etc. Tout le contenu audiovisuel, c'est des métiers traditionnels et c'est juste le support qui change. On a besoin de personnes qui mettent en œuvre l'interactivité de ces contenus, donc des programmeurs, des personnes qui développent avec des logiciels interactifs, des logiciels qui mettent en relation votre terminal avec le serveur. Et ces contenus, en fait, ce sont des produits. Donc il faut aussi les vendre. Et il faut aussi communiquer dessus. Donc il y a toute une nouvelle génération de métiers qui consiste à faire connaître ces services. Donc par exemple, des métiers qui consistent à acheter de l'espace publicitaire à Google, à Bing, à tous les moteurs de recherche, de telle manière à ce que quand on vous tapez un mot-clé, le produit soit vu. Donc ce qu'on appelle les e-marketeurs. Vous avez aussi les community managers. C'est des personnes qui vont faire le lien entre le produit et les clients. Donc, ils vont gérer le compte Twitter de la société, gérer le compte Facebook. Vous avez aussi les profilers, des personnes qui analysent les bases de données dans lesquelles vous enregistrez. Quand vous achetez un produit, généralement, on vous demande d'ouvrir un compte. À partir du moment où vous ouvrez un compte, on a un certain nombre d'informations sur vous. On les combine avec aussi des comportements que vous avez sur votre téléphone. On ne sait pas qui vous êtes forcément, mais on sait ce que vous avez acheté, ce que vous avez vu, ce que vous avez lu. Et on arrive à identifier, en fonction de ces comportements, à peu près l'âge que vous avez, si vous êtes célibataire ou pas, etc. Et du coup, ça nous permet de vous proposer des publicités hyper ciblées. Vous avez dû remarquer que parfois, vous cherchez quelque chose sur Internet, et puis dans votre navigateur, bizarrement, on vous propose un produit équivalent que vous avez cherché 2-3 jours avant. Tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est simplement vous laissez des traces sur Internet, des traces d'ailleurs indélébiles. C'est pour ça, entre parenthèses, quand vous ouvrez un compte Facebook, je vous conseille de prendre un pseudo, de ne jamais donner d'informations précises, de lieu, d'âge, etc. Toujours, voilà, vous créez un personnage virtuel, vous créez un univers virtuel, mais soyez pas trop précis parce que tout ce que vous allez mettre sur Internet, ça ne pourra jamais s'effacer. Voilà, donc il y a énormément de métiers. Et pour finir, l'évolution d'Internet, c'est l'Internet des objets, c'est-à-dire que les objets autour de vous vont commencer à communiquer avec vous, à vous donner des informations, en utilisant votre téléphone portable comme passerelle. Un exemple concret, un frigo pourra vous dire ce qui manque
dans votre, les produits obsolètes, par exemple les yaourts obsolètes de votre frigo, le frigo vous le signalera. Quand vous ferez la liste des courses, si vous faites un régime particulier, le frigo vous aidera pour savoir ce qu'il faut acheter pour que votre régime soit respecté, etc., etc. Et là, il y a aussi une nouvelle génération de métiers qui va matcher en fait, le savoir d'Internet et la fabrication des produits traditionnels. Merci. Nous allons maintenant donner la parole à Jérôme Breluru, responsable du service environnement CAD. Merci, bonjour. Je vais vous parler des métiers du développement durable, des métiers verts, des métiers de l'environnement. Si ça intéresse certains, tout d'abord mon cursus rapidement, bac scientifique. Pour ceux qui veulent travailler dans cette voie-là, j'ai envie de dire c'est la voie pour y aller, c'est par le bac scientifique principalement, parce qu'on s'adresse à des sciences, les sciences de l'ingénieur. Donc j'ai fait d'abord un bac scientifique, après un DUT. J'ai travaillé 2 ans dans un laboratoire au Canada comme laborantin. Et j'ai souhaité évoluer, j'ai pu intégrer par la petite porte une école d'ingénieur. Donc là, vous avez bien 2 profils différents. Olivier qui est passé par les concours pour entrer en école d'ingénieur, mais qui n'a pas fini son école d'ingénieur. Moi, je suis passé par la petite porte après un DUT, mais par contre, je l'ai fini, la mienne. Non, ça, depuis ce matin, j'avais envie de le dire. Et j'ai commencé mon premier job en tant qu'ingénieur dans un équipementier automobile pour faire des sièges de voiture. Alors je faisais pas le siège de voiture, par contre j'étais censé, j'ai géré les déchets qui étaient produits, donc entre autres les cartons, les pièces métalliques. L'objectif était de les valoriser pour ne plus les éliminer, ça coûtait trop cher. Ensuite j'ai travaillé dans une mairie, une petite mairie, pour faire changer les comportements environnementaux. J'ai un exemple que j'oublierai jamais, c'est quand on ramassait les encombrants. Donc les encombrants, c'est les canapés, les frigidaires dont on veut se débarrasser. Jusqu'à la fin des années 2000, on en faisait un gros tas dans un champ et on y faisait cramer, quoi, hein. Donc ça, aujourd'hui, heureusement, vous ne le voyez plus. Ça a été modifié par des arrivées de nouveaux métiers comme le mien, où on a fait changer les comportements. Et ensuite, j'ai intégré la communauté d'agglomération de Racénoise pour mettre en place le service assainissement, où là, on s'adresse à un métier pluridisciplinaire qui correspond tout à fait au profil d'ingénieur, où il y a de la gestion de personnel, il y a de la gestion de budget, il y a de la gestion de projet, hein. C'est la différence que je pourrais vous communiquer entre un métier d'ingénieur et un métier de technicien. Le métier d'ingénieur est beaucoup plus complet. Et depuis 2 ans, en plus de l'assainissement, j'ai eu de nouvelles missions qui m'ont été intégrées. Donc vous allez retrouver un peu tous ces mêmes profils de missions dans le monde de la territoriale, c'est-à-dire des mairies, des conseils généraux, conseils régionaux. Donc en plus de l'assainissement, j'ai la gestion de la forêt, la création des pistes forestières pour lutter contre l'incendie. On va retrouver les missions énergie qui se développent énormément en ce moment. Donc c'est quoi? C'est gérer un peu mieux notre énergie qu'on a tendance à gaspiller jusqu'à aujourd'hui. Hein, essayer de dépenser au minimum, faire attention à nos dépenses, donc réduire les consommations tout simplement. On retrouve des métiers comme les déchets. Alors les déchets, c'est un métier qui a toujours existé, hein, depuis une centaine d'années. On ramasse les poubelles et on les met à quelque part. Bon. On a toujours valorisé plus ou moins une fraction de nos déchets. Maintenant, on n'a plus le choix. Les contraintes d'espace, des contraintes financières font qu'il va falloir en valoriser le maximum. Et de plus en plus. Donc là ici, il y a plein de métiers d'avenir qui vont se développer dans les déchets. C'est que ce soit dans le secteur privé, la recherche et développement pour trouver une nouvelle filière. Par exemple, il y a des nouvelles filières qui se mettent en place cette année, c'est la récupération des meubles. Aujourd'hui, un meuble abîmé, vous le mettiez à la poubelle, au monstre, et il allait en enfouissement. Dans un an, il est valorisé, votre meuble. C'est-à-dire, votre meuble, il va être récupéré pour faire un nouveau meuble. Mais derrière, il y a bien des gens qui ont bossé sur un concept. Donc, qui vous dit que depuis 3-4 ans, on récupère ce qu'on appelle les déchets électroniques et électriques des ménages, toutes les télés, les vieux ordinateurs. Tout ça, c'est tout valorisé aujourd'hui, quasiment à 100%. Mais ça ne tombe pas du ciel. Il y a bien des gens qui bossent derrière. Donc là, il y a des nouveaux métiers qui se créent, principalement dans la recherche et développement et dans la création d'entreprises et de filières sur le territoire. Voilà, donc, et il y a aussi le côté de l'eau, que ce soit la production d'eau potable ou l'assainissement. Des métiers qui existent depuis longtemps, mais il faudra toujours qu'on boive de l'eau, toujours qu'on se douche. Donc il y a un renouvellement de postes permanent, donc c'est un métier, on peut dire, toujours un métier d'avenir. Alors encore plus d'avenir dans la région parce que la population augmente, mais nos réserves d'eau diminuent.
Donc là, on a une problématique directe que vous avez compris. Comme l'énergie, la problématique est la même. Il faut bien qu'on trouve une équation là. Consommation qui augmente et ressources qui diminuent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut consommer moins. Alors consommer moins, en éduquant les gens, en concevant les bâtiments différemment, en concevant des process différents. Donc là, vous avez toute une gamme de métiers qui est en train de se créer au milieu. Voilà donc tous les métiers qu'on peut trouver dans le monde de l'environnement. Alors il y en a plein de vos collègues qui sont venus me voir depuis ce matin pour dire oui, mais moi je vais bosser dans la protection des animaux. Oui, bien sûr, on a tous envie de faire ça. Ça nous plaît depuis qu'on est gamin, on a regardé Cousteau. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent là-dedans. Alors il y a quelques postes à droite à gauche. Sur Draguignan, enfin sur la grande région dracénoise, on doit avoir 1000 postes dans les déchets. On doit en avoir 500 dans l'eau. S'il y en a 5 dans la protection des espèces, c'est bien maximum. Donc oui, il y a quand même 5 postes, bien sûr. Et pourquoi? C'est quand même important. Et le malheur, il est que l'homme s'occupe d'abord de l'homme, et quand l'homme ira bien, on s'occupera des animaux. Mais tant qu'on a des problèmes avec l'homme, malheureusement, on ne s'occupera pas des espèces en danger. C'est peut-être un tort, on le regrettera plus tard, mais donnons déjà à manger et à boire à tout le monde. Donc ça veut dire un travail, ça veut dire du confort, des loisirs. Quand tout ça ira bien, quand on sera sorti de cette crise-là... Oui, mais pourtant, on le regrette déjà. Je veux dire, il y a déjà des espèces... qui n'existe plus et il y a déjà eu une prise de conscience là-dessus. C'est une question de budget. À l'agglomération dracénoise, le budget ordures ménagères est de 12 millions d'euros. La protection des écosystèmes, c'est 150 000 euros. D'accord. Et vous pensez que les choses changeront à l'avenir? Oui, mais quand on sera sorti de cette crise qu'on a aujourd'hui. Donc dans 10-15 ans, j'espère que je serai toujours là pour présenter les métiers du développement durable. J'aurai peut-être un autre discours. Aujourd'hui, vous allez travailler dans 2, 3, 5 ans. C'est sur les déchets et l'énergie. Ce ne sera pas sur la protection des espèces. D'accord. Ou alors pour très peu d'entre vous. D'accord, c'est bien dommage. On va laisser la parole à monsieur Frédéric Lanor, chef de service production et communication de l'Office du tourisme CAD. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais peut-être vous parler du plus vieux métier du monde. C'est le tourisme. Parce que toutes les populations, tous les groupes humains se sont toujours déplacés. Puis après, ils se sont installés quelque part. Ils ont découvert des choses. Le tourisme, c'est quelque chose d'éminemment important dans notre pays et dans notre département. C'est un poids économique hyper important. Et si ça ne vous paraît pas être d'avenir, c'est un tort. Parce que c'est quelque chose qui est stable et qui est d'avenir. Il y a plus d'une trentaine de métiers dans le tourisme. Alors ça va du technicien de surface dans les hôtels, de la femme de chambre, ça va du maître d'hôtel dans un restaurant, au propriétaire évidemment de l'hôtel et du restaurant, puis ça va dans les métiers institutionnels où on conçoit le tourisme de demain, et là je rebondis sur mes deux collègues. Le tourisme de demain, il se fait avec certains outils, les outils numériques, l'e-tourisme, avec les webmasters, avec les animateurs numériques de territoire, avec les community managers, les managers de communautés virtuelles qui défendent un territoire. Et puis ça se fait avec le développement durable, la préservation de l'environnement, parce que si les gens font du tourisme, c'est parce que tout simplement, il y a certes une géographie, une météo, mais c'est parce qu'il y a derrière une culture également qu'il faut savoir préserver. On est embêté par les nouvelles technologies des fois, excusez-moi. Donc le plus vieux métier du monde, c'est le tourisme, et il vous offre encore beaucoup de postes, plus d'une trentaine de métiers. Alors les métiers à filière courte, pour avoir un emploi rapidement, c'est les BTS, c'est les DUT, que vous pouvez faire dans la région de Nice, dans la région de Toulon, par la CCI ici à Draguignan ou à Saint-Raphaël. Et puis après, vous avez des métiers, j'allais dire plus d'ingénierie touristique. C'est exactement ce qu'ils ont fait, des diplômes d'ingénieurs. Alors pour ma part, pourquoi le tourisme ? Parce que j'aime cette région, parce que je me dis que si j'ai pas eu la chance d'y naître, j'ai eu la chance d'y venir. J'ai découvert beaucoup de beauté. J'ai eu la chance de travailler par des études, un bac plutôt scientifique, un bac D à l'époque, un IEP, Institut d'études politiques, une école de communication, une agence de pub
à Paris, une petite boîte de production vidéo comme font les techniciens qui sont là. J'ai monté des taps. Les taps, c'est ça, là, c'est des rideaux en velours normalement qui absorbent la lumière au Festival d'Avignon. J'ai fait plein de choses, mais j'ai toujours aimé transmettre et puis je me suis retrouvé ici. J'ai suivi une formation de guide. Ça m'a permis de mieux maîtriser le territoire et de penser à l'avenir de ce territoire dont on a la responsabilité à la communauté d'agglomération sur 19 communes. Encore une fois, j'insiste, il y a du travail d'ingénierie, il y a du travail, j'allais dire, de besogneux de départ sur le BTS, mais c'est encore des métiers où on peut progresser, où il y a vraiment il y a la possibilité de gravir l'échelle sociale, comme on dit. Et c'est des métiers d'avenir qui utilisent les nouvelles technologies et qui sont obligés de les utiliser. Donc c'est pas parce que vous êtes dans le tourisme que vous ne serez pas obligé de vous servir d'Internet, de parler de connexion sans fil, de réalité augmentée. On est tous bluffés quand on voit des émissions à la télé sur les pyramides d'Égypte. On serait bluffé de voir une reconstitution de la ville de Draguignan ou de la vallée de l'Argent qui a été la vallée des peuples avec la construction de menhirs, le développement de la voie romaine, quelques combats sur la voie romaine, la construction de cités ou d'un village médiéval, de pouvoir revoir comment était à l'intérieur une chapelle. On s'extasie sur l'Égypte, mais on peut s'extasier sur notre territoire aussi. Et ça, c'est grâce aux nouvelles technologies. Et c'est transmettre et protéger l'environnement. Oui, puis c'est vrai qu'il y a de quoi faire hein, dans notre belle région. Il y a du travail. Par contre, au niveau je voulais savoir au niveau du tourisme, y a-t-il besoin de connaître plusieurs langues ? Oui et non. Oui, l'anglais naturellement, en back-office et en front-office. Mais si vous êtes en front-office, c'est-à-dire à l'accueil, à la transmission en direct, en contact avec votre client, si vous avez une guitare avec 2 cordes, vous n'allez pas aller bien loin, c'est sympa, vous allez pouvoir donner un rythme, mais vous n'irez pas dans l'harmonie et dans la diversité. Donc si vous avez une guitare à 4 cordes ou à 6 cordes, c'est quand même mieux. Je ne vous dis pas d'avoir 6 langues, mais anglais, allemand, et puis après l'espagnol, puis les marchés émergents. Alors l'hindi, le mandarin, le russe, l'italien, on a besoin de tout. Plus vous en avez, mieux c'est. Puis il faut que vous ayez quelque chose, surtout c'est peut-être une petite spécialité, une petite passion. Ça peut être la photo, ça peut être la culture, ça peut être la peinture, ça peut être la botanique. Et c'est cette petite passion qui sera le petit plus pour un employeur. Un employeur, il a besoin de quelqu'un qui soit employable, qui va lui amener une valeur ajoutée. Vous allez tous faire des études, vous serez différents parce que vous avez produit autre chose et parce que humainement, vous êtes différents. Et vous allez apporter, tous les employeurs sont différents, ils veulent quelqu'un qui soit productif, mais selon le type d'emploi et selon le caractère même du patron, il va préférer quelqu'un qui a un profil plutôt art. Un autre va préférer quelqu'un qui est plutôt botanique. Chacun va pouvoir amener à l'entreprise quelque chose de spécifique. Parce que après, quand vous avez votre diplôme, vous avez tous votre diplôme. Hein. Ce qui va vous différencier, c'est quoi? C'est ce que vous avez produit avant ce diplôme. Et ça, Olivier vous l'expliquera mieux que moi. Et puis surtout, le plus que vous pouvez apporter en termes d'humain, de ce que vous aimez. Encore une fois, de l'art, de la culture. Ça peut être la cuisine. Hein. Ça peut être savoir faire un site internet alors que c'est pas votre boulot au départ. Faut-il être curieux? C'est essentiel. Si vous ne voulez pas vous planter, surtout si vous voulez être chef d'entreprise, quand vous faites un cursus scolaire, on vous forme à une spécialisation. Quand j'étais ingénieur, on ne me formait pas à l'art du commerce, au marketing, au social. On me formait à manipuler une technologie, avoir une technicité. Mais, donc un ingénieur, s'il va être chef d'entreprise, il faut qu'il aille voir ailleurs et il faut qu'il navigue un peu horizontalement dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a appris. Parce que si vous ne faites pas ça, vous vous plantez, vous sortez un produit, vous croyez génial et en fait personne ne l'achète, vous ne comprenez pas pourquoi. Donc ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur le monde. Alors il se trouve que là vous faites partie d'une génération extraordinaire parce que vous avez Internet.
Donc de votre chambre, vous avez quand même une vision globale du monde, ce qui se passe en Chine, aux États-Unis, en Australie. C'est quand même assez extraordinaire. On peut imaginer que de votre chambre, vous lanciez un business. Vous ouvrez une boutique, vous avez une idée. Il y a énormément de success stories qui ont démarré comme ça, grâce à Internet. À partir du moment où vous mettez une information sur la toile, un produit, la terre entière le voit instantanément. N'importe quelle personne du monde entier peut vous l'acheter. Imaginez, avant Internet, ce qu'il fallait faire pour qu'un Chinois, un Australien tombe sur votre boutique. Maintenant, vous avez cette chance, donc profitez-en. Il faut savoir qu'il va y avoir, il y a en France plus de téléphones portables que de Français. C'est 1,2 téléphones par personne. On est plusieurs milliards sur Terre. Donc tout ça, tous ces terminaux, on peut imaginer que d'ici 2-3 ans, chaque individu sur Terre a un terminal dans sa poche et peut voir votre produit, peut l'acheter. Et en plus, vous, en termes de production, vous pouvez travailler avec des équipes qui sont aussi réparties dans le monde entier. Et voilà, je dirais que... Donc il faut être curieux. Et puis, il y a un truc essentiel, c'est considérer que l'informatique, maintenant, c'est comme l'écriture. Il faut savoir lire, écrire et manipuler un PC. Ça devient essentiel, il n'y a pas de question à se poser. Même si vous pensez que vous n'en avez pas besoin, vous allez voir, il y a 99% des métiers où vous en aurez besoin. Voilà. D'accord, je vous remercie. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez la possibilité de poser des questions à nos différents intervenants. Donc, y a-t-il des questions dans le public? Oui, je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Moi, je vais en poser une par rapport au numérique. Donc, c'est vrai que maintenant, Internet, ça a au moins 15 ans. Pardon. Internet, ça a au moins 15 ans. Comment ça se passe aujourd'hui? C'est-à-dire que c'est de plus en plus les internautes qui créent l'Internet. On a Google qui crée des outils comme le Google Webmaster, Google Web Designer. C'est vulgarisé. Quel est l'avenir pour les jeunes dans le numérique, dans l'Internet? C'est vrai que programmer devient de plus en plus trivial, entre guillemets. Les outils dont vous parlez permettent en quelques minutes de créer des blogs, de créer du contenu. Mais ça ne veut pas dire que les métiers... Il y a certains métiers qui vont peut-être changer, évoluer, mais il y aura, comme je vous disais, par exemple l'Internet des objets, ça demande des nouvelles compétences. Alors effectivement, pour les webmasters auront peut-être de moins en moins de travail pour faire des sites web, mais maintenant il y a les boutiques. Une boutique, pour l'instant, il n'y a pas d'outil trivial pour faire une boutique en ligne, il n'y a pas d'outil trivial pour faire des services sur mobile. Donc on va dire que le grand public va pouvoir faire un certain nombre de choses, mais les professionnels auront toujours des supports nouveaux à gérer, à développer. Pourquoi? Parce que l'Internet devient central. Et il ne s'agit plus maintenant de faire un contenu pour un écran de PC. Il va s'agir d'interconnecter, comme je disais tout à l'heure, un radiateur, un frigo avec un mobile, le mobile avec peut-être un bracelet que j'ai sur le bras qui va me donner mon rythme cardiaque. C'est-à-dire que les services évoluent énormément et cette mise en relation entre le monde physique et des objets physiques, des services Internet et l'individu, c'est là-dessus que les professionnels vont se concentrer, pendant que vous allez tranquillement créer une page Facebook en 2 clics et faire du contenu que des professionnels faisaient dans les années 2000. Voilà. Merci. La réponse correspond à ce que vous attendiez? Oui, merci. Ok, merci. Nous allons donc faire un... Il y a une autre question? Bonjour, je vais vous demander de vous présenter. Oui, vous venez de quel établissement, C'est ce que j'allais faire. Merci. C'est ce que j'allais faire. Alors donc, je suis professeure au lycée Jean Moulin. Je m'occupe des BTS Management des unités commerciales et aussi j'ai des terminales marketing. Et donc là, vous êtes dans notre bassin d'emploi. Vous parlez des nouveaux métiers. Qu'en est-il de l'insertion des jeunes dans ce bassin d'emploi? Est-ce que vous prenez des stagiaires? À quel niveau? Voilà, notamment le monsieur qui est dans les nouvelles technologies, là. Est-ce qu'il y a la possibilité justement d'insérer nos jeunes en stage dans vos unités? Alors,
c'est vrai qu'on est dans un bassin qui a pas d'industrie. C'est plutôt la restauration, le tourisme, etc. Moi, je représente un peu plus les services, mais c'est émergent. Hein, à la Pépinière, la société est en cours de création. Donc, on va dire qu'Internet permet de délocaliser énormément de métiers. Avant, on était obligé d'être dans des bassins qui étaient spécialisés. On était obligé de monter à Paris, en gros, pour faire énormément de choses. Même le jeu vidéo, par exemple, n'existe pas ailleurs que... Enfin, à l'époque, n'existait pas ailleurs que la région parisienne. Maintenant, on peut travailler dans mon domaine sur Toulon, sur Marseille, comme tout est interconnecté. Voilà. Mais dans la région de la Dracénie, les stagiaires, personnellement, j'y travaille, je discute avec le Greta, je discute avec autour de moi, mais je veux dire, j'étais à Paris pendant 20 ans, je suis dans la région depuis 1 an et demi, donc voilà, une fois que la société sera en place, une fois qu'elle aura un certain volume d'activité, c'est clair que je regarderai autour de moi, je regarderai les possibilités de prendre des stagiaires et de les évangéliser sur le mobile, les applications mobiles, sur toutes ces technologies. Ce que je conseille aux jeunes, c'est de ne pas attendre, d'apprendre chez eux en autodidacte. Vous avez la chance d'avoir Internet, d'avoir toutes les documentations techniques que vous voulez, tout est ouvert. Vous avez toujours quelqu'un à un instant T qui a la même idée que vous dans le monde et qui a trouvé une solution avant vous. Voilà, donc avancez, faites des projets personnels. De manière à quand vous viendrez voir un chef d'entreprise, il a en face de lui un CV, mais aussi une personne qui a pris des initiatives, qui a su mener un projet, soit technologique, soit dans un autre domaine, hein, ça peut être création d'un club de foot ou n'importe quoi. Voilà. Merci, on va donner la parole à Jérôme, vous voulez répondre ? Oui, je vais répondre sur le côté public. Sur les mairies ou les intercos comme la CAD, j'ai envie de dire, c'est pas marqué dans nos contrats, mais on se doit de prendre des stagiaires dans un peu tous les domaines. On en a régulièrement. Nos services environnement, on en a 2 en ce moment. Donc il ne faut pas hésiter à postuler. Et c'est un peu notre devoir moral de prendre des stagiaires pour accompagner. J'ai envie de dire là-dedans, il y a contrat gagnant-gagnant. Là, j'ai parlé au nom de la structure, je vais parler au sein de mon nom propre de gestionnaire de service. Moi, j'aime prendre des stagiaires. Pourquoi ? C'est sûr que je vais passer du temps avec eux. J'ai peut-être envie de perdre du temps avec eux. J'ai envie de le dire comme ça. Ils ne m'apporteront pas grand-chose. Mais néanmoins, ça me permet de repérer des futures embauches potentielles. Et ça, je ne sais pas si les stagiaires en ont conscience. Quand j'ai été amené à recruter des gens, quand j'ai vu un stagiaire qui passait, je ne l'ai jamais oublié. S'il m'a plu, et il y a toujours le coup de fil qui vient après. Alors là, je lance un appel. Quand vous faites un stage dans une boîte, que ce soit dans le public ou le privé, n'oubliez jamais que c'est peut-être votre futur employeur, même si ça arrive 2 ans après. Donc, donnez le maximum de vous-même pour vous vendre à ce moment-là. Moi, c'est pour ça que je prends des stagiaires. J'aime toujours avoir un pool de CV sous la main, de gens que je vais garder, que je vais conserver les candidatures parce qu'ils m'ont plu. Et je sais qu'à ce moment-là, j'en aurai peut-être besoin. On ne connaît jamais l'avenir. Merci Jérôme. Y a-t-il d'autres questions dans le public ? Donc nous arrivons au terme de cette conférence. Donc après chaque conférence, vous pouvez retrouver les intervenants sur leur stand pour plus de renseignements. Donc vous retrouverez Jérôme Breluru sur le stand numéro 6. J'embauche personne pour l'instant. Vous retrouverez Olivier Cordoleani sur un stand derrière la paroi. Il y a des petites tables rondes. Donc il pourra répondre à vos questions. Et vous retrouverez Frédéric Lanor sur le stand numéro 5. Voilà, donc merci au public d'avoir assisté à ce plateau. Un grand merci aux intervenants. Nous remercions aussi l'équipe de Résine Média pour la partie technique, sans qui ce plateau télévisé n'aurait pas pu se faire. Voilà, merci aux cadreurs, merci aux lumières, merci à la régie, merci au son. Merci.